Cosa Vostra. Alors en Europe, c'est un peu le différent, mais aux États-Unis, il n'y a aucune régulation sur l'IA en fait. Il n'y a aucune régulation. Alors lui, il est allé au Congrès, Sam Altman, il a dit oui, aidez-nous à réguler, mais en fait en coulisses, ils font tout pour qu'il n'y ait pas de régulation. Eux, ce que OpenAI propose, c'est de l'autorégulation, c'est on va faire des engagements. Donc ils se sont engagés, ils sont allés à la Maison Blanche avec Google, avec Microsoft, avec Amazon, Facebook et tout le monde, et ils ont pris des engagements sur le développement responsable de l'IA. Mais c'est des engagements qui ne sont pas contraignants, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de sanction, il n'y a rien, il n'y a pas personne qui vérifie que ces engagements sont vraiment mis en place. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir pour cette pastille actu Jérôme Marin de la newsletter Café Tech. Jérôme, salut. Salut François. Merci d'avoir accepté de venir une nouvelle fois parler un peu de l'actualité média et tech particulièrement, puisque toi tu as quand même un prisme très fort sur la tech. Je rappelle que tu envoies une newsletter quotidienne, Café Tech, donc on mettra le lien dans les notes de l'épisode. J'en fais régulièrement la promotion, mais je suis ravi de le faire. C'est un travail de qualité dans cafetech.fr. Abonnez-vous gratuitement pour soutenir le travail de Jérôme. On va parler aujourd'hui particulièrement d'IA, parce que c'est un sujet qui bouge beaucoup, qu'on aime chez Mediarama et que tu traites et suis très bien. Donc, on va parler des polémiques autour d'OpenAI. On va parler de l'IA de Google, dont on a beaucoup entendu parler cette semaine, à la fois pour des erreurs qui peuvent être drôles, si ce n'est qu'elles pourraient être dramatiques, des fameuses IAO, AIO plutôt en anglais, c'est Artificial Intelligence Overviews, et des craintes des éditeurs sur les conséquences du trafic. On parlera également, pas uniquement d'intelligence artificielle, mais aussi des abonnements numériques avec une étude de Bearing Point sortie la semaine dernière, hyper intéressante sur les habitudes des Français en matière d'abonnement. Et puis un autre filet de news, on parlera de CNews, du rachat de Marianne et de X et du porno. Voilà pour le menu. Jérôme, on va commencer tout de suite, si tu le veux bien, par un sujet que tu as traité ces derniers jours sur les polémiques qui se multiplient autour d'OpenAI. Alors, il y en a plusieurs suffisamment pour que ça fasse un papier intéressant, mais qui prouvent quand même que au monde d'OpenAI, qui est quand même le leader, celui dont on parle le plus, qui a édité évidemment sorti ChatGPT il y a maintenant 1 an et demi, on avait déjà eu un peu des prémices, puisque Sam Altman avait été débarqué du conseil d'administration, puis réintégré, je crois, 5 jours plus tard, sous fond de filouterie, de management un peu compliqué. On savait pas trop ce qui se tramait en interne. Et puis, au fil des mois, on a vu qu'il y a quand même plusieurs affaires qui sortent, qui montrent quand même un management un peu compliqué et une vision qui peut être parfois inquiétante de Sam Altman sur le développement de l'IA. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que sont ces polémiques? Alors en fait, juste pour expliquer le contexte, OpenAI, c'est à la base une société à but non lucratif, qui n'avait pas l'intérêt, open source qui était là pour open source au départ, oui, à but non lucratif, et l'intérêt c'était de développer l'IA de manière sûre pour l'humanité, pour le bien-être de l'humanité. Ça a bougé parce qu'il fallait beaucoup d'argent, donc ils ont fait rentrer Microsoft dans le capital. Ils sont devenus une société à ce qu'on appelle, donc c'est un statut juridique un peu à part aux États-Unis, qui est à profit limité, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de profits que vous pouvez réaliser par an. Ils veulent changer peut-être pour être une société normale à profit illimité, on va dire. Donc ça, c'est sous-jacent. Et en fait, ce qui se passe dans OpenAI depuis le début, c'est qu'il y a deux mouvements. Il y a le mouvement de les gens qui veulent développer l'IA de manière sûre, et donc c'est-à-dire de manière pas forcément très rapide, de faire des études, des études d'impact pour essayer de limiter les risques. Et puis il y a l'autre courant qui est un peu mené par Sam Altman, qui veut aller vite,
parce qu'il y a des milliards de dollars qui sont en jeu, parce qu'il y a des concurrents aussi. Hein. Si OpenAI va pas vite, Google va aller vite ou quelqu'un d'autre va aller vite. Et donc, il y a, voilà, c'est toujours eu ces deux objectifs qui ont créé des dissensions internes. Et c'est pour ça que Sam Altman, en novembre, a été mis à la porte assez brutalement. Il est revenu au bout de 5 jours parce que les employés ont tous dit si Sam Altman part, nous on part aussi. Microsoft a dit on va vous embaucher. Donc il y a eu des pressions sur OpenAI. Voilà. Mais en fait, cette tension interne, elle existe toujours. Ouais. Ou plutôt, elle existait toujours parce que ces derniers mois, Sam Altman a repris un peu le pouvoir, a fait partir tous les gens qui étaient un peu contre lui, tous les gens qui voulaient qu'on ralentisse le rythme. Et ce qui est intéressant, donc la semaine dernière, il me semble, donc il y a une Helen Toner, qui est une chercheuse australienne, qui faisait partie du conseil d'administration, qui a été l'une de celles qui a poussé Sam Altman à la sortie, qui a parlé en fait et qui a expliqué pourquoi elle a voulu le départ de Sam Altman. Elle expliquait notamment que Sam Altman ne disait rien, qu'il faisait les choses de son côté. Et par exemple, elle expliquait qu'elle n'était pas au courant du lancement de ChatGPT jusqu'au jour où elle voit un tweet passer pour dire que ChatGPT est lancé. Ouais, ce qui est dingue quand même dans la société, quand tu travailles dans la sécurité, etc., que t'es même pas au courant de la sortie du produit phare, quoi. Exactement. C'est hallucinant. Donc, ils expliquent ça que, en fait, donc, ils disent, elle est manipulateur, il est fourbe, et le fait que, voilà, il disait pas tout, en fait. Il était pas honnête avec le conseil d'administration. Et c'est vrai que ces dernières semaines, il y a plusieurs polémiques, plusieurs histoires qui tendent à prouver que c'est vrai, en fait. Et que finalement, les craintes qui étaient exprimées en novembre, eh bien, elles étaient peut-être véridiques, elles sont fondées, effectivement. Et donc, il y a notamment parmi ces polémiques, l'équipe, alors j'apprenais ce terme du super alignement. Ouais. Tu peux peut-être raconter ce que c'est ce super alignement. Le super alignement, c'est d'aligner, alors c'est en anglais, donc en français, c'est pas forcément très, très explicite. D'aligner les intérêts de l'IA avec les intérêts de l'humanité, en fait. Donc, il y avait une équipe d'alignement et puis ils ont créé l'été dernier une équipe de super alignement. Qui était toujours dans l'idée, c'était de dire voilà, il y a des craintes, l'IA se développe très rapidement, il faut faire des recherches pour être sûr que l'IA ne va pas contre les intérêts de l'humanité. Et donc cette équipe, elle était dirigée par donc le directeur de la technologie d'OpenAI qui s'appelle Ilya Sutskever, qui fait partie des gens quand quelques mois plus tard ont tenté de faire licencier Sam Altman. Et donc, elle avait été fondée en juillet 2023 et elle a été dissoute là il y a quelques semaines, même 2 semaines ou 1 semaine même, après le départ de Sutskever, après le départ de Yann Lecquet qui était le deuxième patron de cette équipe. Et en gros, ils disent, et d'autres chercheurs sont partis aussi, des gens qui étaient travaillés dans cette équipe ont démissionné. Et les gens qui parlent disent en gros, mais les promesses qui ont été faites par Sam Altman n'ont jamais été faites. Sam Altman nous avait promis de nous donner 20% de la puissance de calcul informatique d'OpenAI pour pouvoir mener nos recherches, et on n'avait jamais ces 20%, et donc on pouvait pas mener nos recherches pour pouvoir faire nos recherches sur les risques de l'IA et pour essayer de développer une IA qui était sûre et pour l'humanité. Et donc, en gros, ils disent, voilà, la sécurité de l'IA a été reléguée au second plan, et aujourd'hui, OpenAI et Sam Altman, les seules chose qui l'intéresse, c'est le développement rapide de l'IA parce que c'est ce qui va générer les profits futurs. Donc cette première polémique où finalement ces chercheurs partent d'OpenAI en disant, en mettant le point sur le fait que la sécurité est pas assurée. En réponse à ce départ, OpenAI a créé une équipe, un nouveau comité sur la sécurité, qui est en fait un comité consultatif qui est là pour 90 jours, donc 3 mois, qui est dirigé par Sam Altman et qui aura pour mission d'auditer en fait les pratiques de sécurité d'OpenAI. Et en gros, on a un comité qui est dirigé par Sam Altman qui va étudier les pratiques qui ont été mises en place par la société dirigée par Sam Altman et qui va rendre des comptes au conseil d'administration où siège Sam Altman et où tous les membres du conseil d'administration sont des proches de Sam Altman. Donc on est un peu dans un truc qui sert un peu à rien en fait finalement. Où, le circle jerk quoi, qui sert juste en fait, c'est plus de la communication là pour rassurer quelque part les gens mais sans aucune contrainte. Ouais, sans aucune, a priori, sans aucune voix discordante en fait. Ouais. Voilà, donc ça à voir après. Donc ils vont donner leurs recommandations dans 3 mois, donc on verra vraiment si ça débouche sur quelque chose. Mais moi personnellement, j'ai un peu des doutes finalement. Voilà. Donc ça c'est le côté sur la sécurité où on voit en fait que comme l'avaient dit d'autres personnes, finalement oui, la sécurité elle passe un peu au second plan. Il y a eu d'autres polémiques qui ont été intéressantes. Il y en a 2 autres au moins. La première, c'est sur une clause que faisait signer OpenAI à ses employés qui voulaient partir. Il leur faisait signer une clause de non-dénigrement. En gros, c'était une clause qui disait « Vous n'avez pas le droit de dire du mal d'OpenAI
une fois que vous avez quitté l'entreprise. Et si vous dites du mal d'OpenAI une fois que vous avez quitté l'entreprise, on vous retire toutes les actions gratuites que vous avez eues. Parce que faut rappeler que dans une start-up, dans la Silicon Valley notamment, la plupart des employés ont des actions gratuites, ça fait partie de leur rémunération. Et le jour où OpenAI... du package, c'est ça, c'est un peu le pari. C'est la rémunération sont alors certes importantes, mais c'est surtout la capacité des actions à prendre de la valeur. C'est là que va être le gros de la rémunération. Voilà, le jour où OpenAI entre en bourse, vous avez vos actions, vous les avez eues quand OpenAI valait 10 milliards de dollars. OpenAI rentre en bourse, vaut 100 milliards de dollars. Et bien, vos actions valent, grosso modo, 10 fois plus. Voilà. Ouais. Et donc, ça, il y avait cette clause qui était, a priori, alors, Sam Altman dit qu'il n'était pas au courant, mais il y a des documents qu'il a signés où cette clause est mentionnée. Donc, de grosses polémiques. OpenAI a dit est revenu dessus, a dit que c'était Sam Altman a dit qu'il avait un peu honte de cette clause. Mais en gros, voilà, ça participait au moins de ce fait que voilà, on veut pas avoir de voix discordantes, on veut pas avoir de critiques. Et si vous quittez OpenAI, vous critiquez pas. Si vous critiquez OpenAI, vous perdez vos actions. On est dans ce côté un peu manipulateur que dénonçaient certaines personnes. Mais ce qui est assez fou, c'est au final quand tu réalises le poids que représente Sam Altman, un simple individu, parce qu'on parle pas d'une société lambda, on parle d'une société qui va façonner le monde, l'humanité, etc. Alors évidemment, il y en a d'autres, tu l'as dit, on va en citer d'autres. Et d'ailleurs, il y a un super documentaire sur Arte, la course à l'IA vers un monde meilleur, qui est en ce moment en replay et qui parle justement de toutes ces autres sociétés, mais qui n'arrivent pas encore à la cheville de OpenAI, hein, qui est le monstre en termes de capitaux, de capacité de calcul, etc. avec Microsoft. Mais là, on se dit, c'est quand même vachement dangereux. Je veux dire, je veux pas tomber dans le drama, etc. Mais c'est un homme qui donc est revenu encore plus fort après s'être fait virer et qui fait le ménage autour de lui et qui décide grosso modo de ce que va être l'IA demain, sachant que très clairement, il est orienté là sur aller vite, le plus vite possible et du profit, etc. Alors, ce changement, ce shift qu'il y a eu dans OpenAI, tu l'as dit, là, ça devient une société lucrative avec des enjeux qui sont énormes. On parle de centaines de milliards de dollars, etc. C'est un peu flippant quand même quand tu te dis tout repose sur ce mec. Et surtout, c'est que alors en Europe, c'est un peu le différent, mais aux États-Unis, il y a aucune régulation sur l'IA en fait. Ouais. Il y a aucune régulation. Alors lui, il est allé au Congrès, Sam Altman, il a dit oui, aidez-nous à réguler, mais en fait, en coulisses, ils font tout pour qu'il n'y ait pas de régulation. Ouais. Et eux, ce que OpenAI propose, c'est de l'autorégulation. C'est on va faire des engagements. Donc ils se sont engagés, ils sont allés à la Maison Blanche avec Google, avec Microsoft, avec Amazon, Facebook et tout le monde. Et ils ont pris des engagements sur le développement responsable de l'IA. Mais c'est des engagements qui sont pas contraignants. Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de sanction, il n'y a rien. Il n'y a pas personne qui vérifie que ces engagements sont vraiment mis en place. Et ce que dit Hélène Toner, donc il a l'ancienne du conseil d'administration d'OpenAI, elle dit mais l'autorégulation, ça marchera jamais en fait. Au bout d'un moment, l'autorégulation passera toujours au second plan par rapport au profit. Ouais. Et donc c'est les États qui doivent réguler. En Europe, on l'a fait. Il y a eu l'AI Act qui a été voté l'an dernier, fin 2023, qui est entré en vigueur d'ailleurs là, qui a été voté définitivement il y a quelques semaines et qui commence à entrer en vigueur, mais on est allé un peu moins loin que ce qui était prévu, et surtout il y a eu beaucoup de critiques en fait sur les AI Act, notamment du gouvernement français, hein. Et en fait l'appel à la régulation, il sera toujours en retard. Et donc c'est vrai qu'on donne, alors il y a Sam Altman, il y a Google, il y a Microsoft, il y a quelques grandes entreprises en fait qui vont maîtriser le futur de l'IA, et c'est eux qui vont décider si l'IA pourra faire ça ou pas en fait. C'est un peu flippant. C'est vrai qu'on se plaint souvent de l'Europe, trop de régulation. Effectivement, ils sont en retard, etc. Mais tu te dis sans régulation, et c'est quand même des méthodes de cow-boy. Hein, puis on l'a vu avec, voilà, je veux pas faire l'anti-GAFAM. C'est des produits qu'on utilise tous les jours et qu'on aime. Et c'est aussi l'innovation. Mais il y a quand même, on fait d'abord, on a des méthodes un peu de cow-boy et puis on régulera derrière. Donc c'est ça qui peut être un petit peu inquiétant. Voilà pour les polémiques autour de OpenAI. Alors il y a évidemment celle qui était un peu plus moins importante, moins critique, et qui sur l'imitation de la voix de Scarlett Johansson pour devenir la voix de ChatGPT. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode? Ouais. Alors OpenAI a lancé en mai un nouveau modèle qui s'appelle ChatGPT 4o, et en fait pour omnicanal, O comme omnicanal, c'est vraiment, on peut interagir de toutes les façons qu'on veut avec lui. Et donc, notamment, dans la démonstration qui a été faite, il y avait ChatGPT parler, en fait. Donc, vous pouviez parler avec ChatGPT, et ChatGPT vous répondait. Et donc, c'était une voix de femme qui ressemble, alors, les avis divergent, hein. Certains pensent qu'elle ressemble beaucoup, certains pensent que ça ressemble pas du tout à Scarlett Johansson. Ce qu'il faut dire, c'est que avant ce lancement,
En septembre, Sam Altman avait contacté Scarlett Johansson pour prêter sa voix à l'IA, notamment parce qu'elle avait fait un film qui s'appelle Her, qui était un film où elle jouait une IA, en fait. Phoenix, elle joue l'IA. Et elle joue une assistante vocale. Et donc, elle joue en fait une IA qui correspond à ce que ChatGPT fait aujourd'hui. Ouais. Et donc, Sam Altman lui a dit, ça serait bien, ça serait réconcilier l'IA et l'art. Enfin, voilà. Un discours comme ça. Elle avait finalement refusé. Jusqu'à, donc, on arrive en mai où elle découvre cette vidéo où elle pense que sa voix ressemble. Alors, là encore, faut vraiment aller juger. Moi, j'ai du mal à dire si elle ressemble ou pas, très honnêtement. Ouais, j'ai écouté aussi. C'est dur à dire. Il y a des intonations, mais je pense qu'on a un peu biaisé. C'est peut-être plus dur pour nous francophones de le dire. Je sais pas. Mais je vois ce que tu veux dire. En tout cas, c'était pas obvious. Ouais. Alors, ce que dit OpenAI, c'est qu'en fait, quand Scarlett Johansson a dit non, ils ont engagé une autre actrice qui a fait la voix, donc qui s'appelle Sky la voix, pour faire la voix de Scarlett Johansson, et que c'est totalement un hasard si la voix de cette actrice ressemble à la voix de Scarlett Johansson. Donc ça, c'est difficile de savoir si c'est vrai ou pas. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le jour de la présentation, Sam Altman, il a fait un tweet où il a mis Her, juste Her, donc comme le film en fait. Ce qui entretient le doute en fait entre est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, est-ce que on essaie de la copier ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est on est toujours un faisceau de soupçons, quoi. Il voulait sa voix. On est toujours dans l'entre-deux, quoi. Ouais, on est dans et c'est à chaque fois les gens disent c'est un filou. Tu sens quand même que c'est un peu ce qui commence à caractériser effectivement le Sam Altman. Voilà, donc c'est comme je disais, ça prête plus à sourire si ce n'est l'usurpation de voix, etc., d'identité. Là, c'est quand même des sujets graves. Moi, je comprends qu'une Scarlett Johansson dise non. T'as pas envie forcément d'avoir ta voix derrière. C'est quand même ta marque de fabrique aussi, hein, quelque part. Donc, je trouve qu'elle avait raison. Donc après, on laissera aux experts le soin de juger si ça ressemble trop ou pas et s'ils devront changer. Pour le moment, c'est resté la voix ou ils en ont changé? Non, ils l'ont retiré. En fait, il y avait je crois, 6 voix différentes. Ouais. Et ils ont retiré celle-là le temps de trouver un accord. Je sais pas si ils vont la remettre ou pas. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, ces voix, elles sont disponibles depuis septembre, mais dans la version développeur, donc personne ne les avait vues, en fait. Et c'est juste quand il y a eu la présentation vidéo qui a circulé partout sur Internet que la supercherie ou en tout cas, la ressemblance a été vue. Écoute, voilà, en tout cas, s'ils l'ont retiré, c'est qu'ils étaient peut-être pas forcément droits dans leurs bottes. La suite au prochain épisode, mais voilà, donc les polémiques qui se multiplient quand même autour d'OpenAI, je le redis, ça peut être un peu inquiétant, mais bon, c'est une espèce de marche en avant. On verra ce que ça donnera. Autre IA du côté de nos amis de Google, qui alors multiplie les erreurs, donc dans sa version AIO, les overviews, hein, donc c'est quand vous tapez une requête dans le moteur de recherche Google, vous pouvez avoir dans les premiers résultats un résumé des informations, et il y a eu quelques erreurs plutôt savoureuses en l'occurrence qui pourraient prêter à sourire, encore une fois, vu l'énormité de ces erreurs, si ce n'était ce reach qu'a Google, hein, ce taux d'usage, en disant qu'il y a peut-être des gens qui verront pas l'erreur et qui pourront appliquer les résultats à la lettre. Alors c'est quoi ces erreurs? Je disais que c'est savoureux, mais c'est vrai que ça paraît fou. Alors les deux qu'on fait beaucoup sourire, c'est celle où on demande comment je fais pour que le fromage coule pas de la pizza, et Google répond mais mets de la colle dans la sauce, comme ça le fromage restera collé à la pizza. Et puis un autre internaute qui a demandé est-ce qu'il faut manger des cailloux, et Google répond oui, il faut manger un caillou par jour parce que ça apporte des minéraux et des vitamines. Ce qui est assez fou. Alors attention, je précise qu'il faut une colle non toxique, un petit. Oui, non toxique. Pardon. Voilà, et en fait, juste pour dire d'où ça vient, en fait, l'histoire de la pizza, ça vient de Reddit. Ouais. C'est une blague que quelqu'un a fait sur Reddit, et l'histoire du caillou, c'est un article du site The Onion, qui est en fait un site parodique américain. Graphie un peu américain. Voilà, exactement, qui avait interrogé un faux géologue qui disait voilà, manger des cailloux, c'est bien pour la santé. Voilà. Mais en tout cas, ça pose la question du fonctionnement de ces IA, et ça pose une autre question, c'est que en fait là, c'est des erreurs qu'on voit parce qu'elles sont tellement absurdes qu'on les voit en fait, que tout le monde les remarque. Mais combien il y a d'erreurs qui passent inaperçues parce que vous connaissez pas forcément la réponse. Vous vous demandez une question, je sais pas moi, combien il y a d'habitants à Paris, il vous dit un chiffre faux, vous allez pas savoir si c'est faux ou pas. À 20% près, en fait, il y a des choses tu les challengerais même pas, quoi. Ouais, exactement. Donc, où tu connais pas la réponse, je sais pas moi, quelle est la date d'anniversaire, la date de naissance de Napoléon, tu la connais pas, il te dit c'est en telle année, ben tu le crois en fait. Alors, t'as aucun moyen de savoir si c'est vrai. Et ça pose vraiment la question de l'IA et de la véracité de l'info à l'heure de l'IA en fait.
Et effectivement, parce que c'est basé sur les résultats de Google, donc référencé, Reddit est référencé sur Google. Donc comme les résultats de Google sont rarement remis en cause parce que c'est plutôt jugé pertinent, bah, les résultats se retrouvent faux. Évidemment, là tu l'as dit, sur une date de naissance, même si c'est pas très grave. Demain, si ça veut être sur la santé qu'on pose des questions comme les gens le font à Google, etc., sur des symptômes qu'ils peuvent avoir, on imagine un peu les résultats catastrophiques qu'il pourrait y avoir. Donc, mais Google est au courant de ça parce que on peut pas poser des questions. Enfin, si vous posez des questions sur la santé, il n'y a pas l'IA en fait. Ouais, donc Google, pour le moment, ils ont complètement exclu la santé. Oui, voilà, ils ont des sujets qu'ils appellent sensibles où il n'y a pas d'informations sur de l'IA par exemple. J'imagine que sur l'Holocauste par exemple, si vous posez une question, est-ce que l'Holocauste a vraiment eu lieu, l'IA répondra pas, ou alors des choses comme ça. Mais c'est sûr que en fait Google est au courant des problèmes de l'IA et on le sait, ça s'appelle des hallucinations. On pourra peut-être revenir sur comment ça fonctionne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même ils ont quand même ajouté l'IA au moteur de recherche alors qu'ils étaient au courant qu'il y avait des problèmes. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des rumeurs sur OpenAI qui pourrait lancer un concurrent, parce qu'il y a une start-up américaine qui s'appelle Perplexity AI qui commence à attirer du monde, et donc il y a un peu une pression qui a été faite sur Google pour que ils y aillent aujourd'hui. Ce qui est terrible, hein, parce que shipper un produit pas terminé avec des hallucinations quand t'es numéro 1 et un tel taux, on disait, de pénétration dans le marché comme Google, 1, ça la fout mal, 2, c'est potentiellement dangereux. Donc voilà, drôle de réponse, effectivement. Mais bon, on imagine effectivement les enjeux financiers qui sont énormes. On parlait tout à l'heure encore de sommes hallucinantes. C'est vraiment une course folle qui est engagée, donc Google peut pas se permettre sur sa vache à lait, son moteur de recherche, de perdre des positions, perdre des pourcentages et de paraître être un peu à la ramasse d'un point de vue tech, ce qui est pas le cas, parce que des hallucinations, il y en a aussi évidemment chez OpenAI. C'est juste que là, on parle du moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, et des gens qui ne sont absolument pas au courant qui vont utiliser que c'est de l'IA derrière. Voilà. Donc ne mettez pas de colle dans vos pizzas, ça ne sert à rien. C'était une mauvaise blague sur Reddit, et ne croyez pas tout ce que l'IA vous dit. On reste du côté de chez Google et ces aperçus, ces I.O., ces overviews, avec une crainte des sites d'actualité, des éditeurs qui craignent une baisse de manière significative du trafic d'actualité. Et donc il y a un expert en référencement, Barry Adams, dans un article de pressgazette.co.uk, on mettra le lien dans les notes de l'épisode, qui lui pense que ça ne réduirait pas de manière significative le trafic d'actualité, que voilà, évidemment il peut y avoir une petite baisse, mais que grosso modo en fait ceux qui jouent le jeu seront cités, et que voilà, c'est juste un petit résumé, mais que si on veut de l'information, on ira quand même du côté des éditeurs. Je sais pas si tu as vu passer cet article sur cette crainte, toi, des éditeurs, si demain on a des réponses qui sont résumées par l'AI. Est-ce qu'on a raison de craindre ça? En tout cas, beaucoup d'éditeurs le craignent. Alors, si on veut, donc il y a cette étude, mais il y en a une autre qui a été faite par The Atlantic, donc qui est un magazine américain, qui, eux, prédisent une chute de 75% des visites générées par Google, en fait, ou par les moteurs de recherche. Et qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche, c'est 40% de leur trafic, donc ça fait une chute considérable de leur trafic Internet. Il y a le côté... vous avez vu que OpenAI a pas mal de partenariats avec des médias, avec Le Monde en France, le Financial Times, le Wall Street Journal et puis d'autres. Voilà, New York, avec News Corp, ils ont signé récemment, on en avait parlé avec Cyril Franck, un accord historique. Alors historique, 250 millions de dollars sur 5 ans, mais pour beaucoup de titres, c'est un énorme groupe, donc enfin voilà, donc ils ont signé quand même pas mal d'accords. T'as raison. Ouais. Et dans l'une des parties de cet accord, à part donc il y a le côté financier, mais il y a aussi le fait que ce que dit OpenAI, c'est ces médias, vous serez cités en fait, et que quand on va chercher une réponse, quand quelqu'un va demander une question, on va chercher la réponse dans vos articles et on mettra un lien vers vos articles. Mais est-ce que les gens vont vraiment cliquer ? Moi, je sais pas en fait, parce que déjà rien que sur Google, ce qu'on appelle aujourd'hui le knowledge graph, qui en fait, quand vous allez sur Google, vous tapez une question et vous mettez la réponse, en fait, il vous affiche un extrait de site internet, par exemple de Wikipédia ou d'autres choses. Rien que ça, déjà, ça fait baisser le trafic de manière significative. Donc là, si on a déjà toute la réponse avec une réponse qui est détaillée, avec plein de détails et tout, est-ce qu'on va vraiment aller cliquer sur les notes pour aller aller à l'article original ? Quand vous êtes sur Wikipédia, que vous trouvez une information, vous n'allez pas rarement cliquer sur la note de l'article où l'information est, en fait. C'est clair. Donc, c'est clair. Je veux dire, 9 fois sur 10, t'as l'information, t'as pas besoin d'aller plus loin si tu fais confiance, en tout cas, à la page en question.
Donc voilà, donc ça vérifie. Après, il y a d'autres moyens d'attirer du trafic. Donc il faudra être moins dépendant de Google et plus avoir du trafic en direct. Donc ça, il y aura forcément des moyens pour compenser ça. Mais en tout cas, moi, c'est mon premier sentiment. Après, peut-être que j'aurais tort, mais c'est que si une IA peut résumer des pages Internet, bien forcément, on ira moins souvent sur ces pages Internet. Ça paraît mathématique. Et si tu rappelles effectivement, comme tu disais tout à l'heure, que 40% du trafic vient des moteurs de recherche et qu'on pourrait craindre une perte de 75%, ça veut dire mathématiquement 30% de ton trafic demain pourrait tout simplement disparaître. Donc bon, t'as beau être cité, est-ce que les gens iront cliquer? Rien n'est moins sûr. Dans la même veine, un article du New York Times de ce début de semaine qui raconte que les éditeurs de presse aux États-Unis eux aussi sont inquiets et demandent une intervention fédérale. Donc inquiets, toujours pareil, de cette potentielle perte de trafic à cause des overviews de Google, et qui disent notamment un effet un peu pervers d'accepter l'utilisation de ces aperçus, c'est que pour signer et donc être cité dans ces overviews, il faut laisser les robots de Google crawler l'ensemble du site, ce qui met en péril leur modèle de revenus, les fragilise, puisque derrière l'ensemble des contenus vont être captés. C'est de la data qui va venir encore enrichir le dataset de Google. Donc c'est vraiment pour eux faire entrer le loup dans la bergerie, quoi. Les contreparties pour être cités dans ces overviews, le prix à payer est trop cher. Là, sur les overviews, on ne sait pas vraiment s'il y a des paiements en fait. Sur OpenAI, c'est plus OpenAI qui fait qui fait ces deals. Google, ils ont un accord avec Reddit pour entraîner les modèles, mais après, on ne sait pas vraiment comment Overviews travaille pour aller chercher les bonnes informations. Et a priori, il n'y a pas de paiement aux médias. C'est plus OpenAI qui est dans cette stratégie de paiement aux médias. Et juste pour revenir à cette idée, c'est que même la FTC, donc qui est le gendarme, la Federal Trade Commission, qui est le gendarme de la concurrence aux États-Unis, a ouvert une enquête, ou en tout cas regarde ses partenariats avec les médias. Et pour une raison assez simple, c'est que en fait, quand OpenAI décide de donner de l'argent à News Corp ou à d'autres médias, il décide en fait il décide un peu quels médias peuvent survivre et quels médias ne peuvent plus survivre en fait. Dans l'ère de l'IA où on pourrait avoir une baisse des recettes publicitaires, si la seule moyen de survivre c'est d'avoir de l'argent d'OpenAI par exemple, ou en tout cas de pouvoir continuer sur le même train de vie, c'est OpenAI qui décide tiens, Le Monde ils ont le droit d'avoir de l'argent parce que c'est un bon média, Le Parisien non, ils n'ont pas d'argent, donc Le Parisien aura plus de difficultés, et finalement c'est une entreprise privée, c'est Sam Altman encore qui peut décider qui a le droit d'exister, qui a pas le droit d'exister dans la presse dans le futur en fait. Et donc là, ça peut faire une distorsion de concurrence en fait entre les titres de presse. Et évidemment avec une prime au plus gros, puisque on se doute bien qu'un OpenAI va pas aller signer avec un acteur de PQR aussi important et bon soit-il. Il leur suffit entre guillemets de signer avec les 2-3 plus gros de chaque pays pour avoir ce qui eux pensent être suffisant pour couvrir le contenu d'un pays, et puis derrière les autres, débrouillez-vous quoi. Et c'est aussi pour ça en fait qu'ils arrivent à signer des contrats assez facilement, parce qu'on pourrait se dire mais pourquoi les médias font des contrats avec OpenAI quand OpenAI va peut-être dilapider leurs recettes publicitaires dans quelques années. Mais en fait c'est qu'ils n'ont pas le choix, en fait c'est qu'ils se disent si c'est pas moi qui signe avec OpenAI, c'est quelqu'un d'autre. Et au final OpenAI mes recettes publicitaires vont continuer à baisser et moi j'aurais rien touché d'OpenAI. Donc il y a un peu un côté où c'est un peu obligatoire en fait. Et d'ailleurs Louis Dreyfus, qui est le patron du Monde, il dit très bien, il dit si j'avais pas signé avec OpenAI, ils auraient quand même trouvé un moyen de manière clandestine d'entraîner ces modèles, d'entraîner les modèles sur nos pages et on n'aurait rien touché. Donc il y a un double intérêt à y aller quoi, même si ça paraît totalement contradictoire et totalement contre-productif à long terme. L'avenir nous le dira. Et en fait, à la fois, on pourrait dire c'est con d'avoir fait ça, Le Monde, etc. À la fois, il y a besoin de faire. Et c'est surtout, en fait, le tort, il est quand même du côté de ces sociétés. Et en fait, on parlait encore une fois de méthode de cow-boy. C'est quand même le cas. Enfin, je veux dire, c'est le New York Times qui est en procès avec OpenAI parce qu'ils ont pu prouver que les contenus avaient été entraînés, que leur moteur avait été entraîné à partir des contenus du New York Times, alors qu'ils n'ont jamais donné l'autorisation, etc. Donc, en fait, c'est ce qu'on disait aussi de tout à l'heure, c'est que là, ils veulent pas de régulation, ils avancent, et puis après, la régulation viendra plus tard.
bizarre. Le problème de la plainte du New York Times, c'est qu'il n'y a pas de règles, en fait. Et c'est que les réglementations, elles n'ont pas été pensées pour l'IA. Et alors, OpenAI dit c'est du fair use, donc de l'usage raisonnable, qui est autorisé, en fait. Donc, c'est un peu un débat sémantique sur ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Et en tout cas, de ce que moi j'ai pu lire sur cette plainte de New York Times, les experts du système judiciaire américain sont assez partagés, en fait. Beaucoup pensent que ça peut réussir et beaucoup pensent que en fait ça peut pas réussir. Donc ça va être assez intéressant de voir si ça marche ou pas, en fait. Ouais, c'est terrible parce qu'en fait là effectivement ça va être un combat sur la sémantique et savoir si c'est de faire use ou pas. Après on se doute bien nous au fond de nous que si tu entraînes ton moteur en utilisant des contenus d'un site, quelque part il doit être rémunéré pour ça. Et il y a une partie de la paternité, en tout cas c'est un peu les droits voisins, tu vois, c'est un peu le sujet des droits voisins. Donc oui, effectivement, ce sera est-ce que c'est dans le fair use ou pas. J'imagine qu'avec leurs milliards, ils auront des bons avocats et que ça va prendre quelques années, mais je trouve bien quelque part que le New York Times en tout cas se laisse pas faire, être dans une posture pareil, eux peuvent se le permettre, plus gros médias du monde en termes d'abonnement, etc. Ils ont les moyens, ils ont les avocats de le faire, ce qu'on n'a absolument pas les autres médias, mais je pense il faut pas se laisser faire. Enfin, ça c'est mon avis perso, je sais pas apprendre comme on le veut évidemment. Voilà pour la petite page d'actu sur les IA. Donc autant vous dire que ça bouge beaucoup et que vous, éditeurs médias, forcément ça a un impact important. Donc il faut rester bien vigilant sur ce qui se fait, sur l'évolution, notamment de la réglementation. On change totalement de sujet. Je l'avais annoncé dans le menu. Malgré un contexte inflationniste, ça je ne vous apprends rien, les abonnements numériques culturels sont des dépenses qui se solidifient dans le portefeuille. Donc la formule est de Bearing Point dans une étude Submix 2024 qui vient de sortir. Je mettrai le lien vers l'étude. C'est plutôt positif, je trouvais, parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers mois de fatigue d'abonnement, etc. Voilà, de prendre un peu de recul et puis d'analyser ce qu'ils ont très bien fait. Donc les dépenses des Français pour les abonnements numériques ont augmenté de 22% en 2 ans. Le budget pour les plateformes de films et de musique atteint des sommets avec une dépense moyenne de 45 € par mois et par foyer pour des services évidemment comme Spotify, Prime, Netflix, Canal+. C'est quand même ces services-là quand même autour de la musique et de la télévision qui empochent le gros du gâteau. Et le cabinet, donc Bearing Point, précise également que ça n'empêche pas les clients abonnés de développer des approches permettant d'augmenter la valeur de leur portefeuille d'abonnement. Je trouvais ça intéressant. En tout cas, les gens s'abonnent, mais sont toujours à la recherche de bons plans pour partager leur code. Est-ce que ça t'étonne? C'est une tendance que tu vois toi aussi par ailleurs? Alors après, les 22%, c'est difficile de savoir si c'est des gens qui s'abonnent plus ou c'est juste parce que les prix ont augmenté aussi. En 2 ans, les plateformes de streaming, à mon avis, les 22% dans la hausse des prix, elles y passent en fait. Donc c'est toujours difficile de savoir ça. Ensuite, la chose à voir en fait sur le streaming, notamment le streaming vidéo, sur le streaming musical, c'est différent parce qu'on est abonné à Spotify et on reste abonné à Spotify et on a besoin que d'une plateforme. On va pas s'abonner à Spotify, à Deezer et à Apple Music en même temps, ça n'a aucun intérêt parce que c'est la même chose. Clair. Sur la vidéo, ce qu'il faut voir, alors en France, je sais pas vraiment si c'est le cas aussi, mais je pense que c'est le cas. En tout cas, aux États-Unis, il y a des études qui montrent très clairement que les gens aujourd'hui s'abonnent à Netflix. Netflix, c'est la base. Quasiment tout le monde est abonné à Netflix. Et ensuite, il y a un roulement qui s'effectue. Et donc, un mois, on va s'abonner à Prime Video parce qu'il y a une série de Prime Video qui est sortie. On va binge-watcher toutes les vidéos de Prime Video. Ensuite, on va se désabonner. On va s'abonner à Apple TV. Plus, on va s'abonner ensuite à Max, à Paramount+. Et donc, il y a une sorte de roulement qui s'effectue. Et au lieu d'avoir 3 abonnements tout le temps, on en a que 2 et avec un qui tourne au fur et à mesure. Ce qui pose un problème pour les plateformes de streaming parce que quand elles investissent dans une série, c'est pour que vous restiez plusieurs mois. C'est pas que vous veniez pendant 1 mois, vous regardez tout et puis vous revenez 6 mois plus tard pour regarder tout le reste. Et ce qui effectivement a été un peu contourné puisque de plus en plus maintenant tous les épisodes ne sont pas disponibles. Ils ont essayé de mettre ça aussi en place, qui permet un peu d'avoir ces rendez-vous puis de garder les abonnés, puisque c'est un peu dramatique quelque part de binge-watcher une série pour laquelle on s'est abonné puis de se désabonner au bout de 15 jours, quoi. Pour les plateformes en tout cas. Oui, c'est sûr. Ouais. On le rappelle, c'est la guerre entre ces plateformes, la guerre du streaming. Donc les coûts d'acquisition sont assez énormes. Donc il faut tout faire pour que les gens restent. Et sur 2 points qui sont dans le rapport, il y a le côté sur le partage de compte. Alors on sait que Netflix est un peu précurseur sur le sujet. Alors pendant des années, ils avaient aucun intérêt, enfin ils avaient rien fait pour limiter ça. Aujourd'hui, ils limitent le partage de compte de manière assez drastique un peu partout dans le monde. Mais d'autres plateformes le font. Disney+ a annoncé qu'ils allaient le faire.
Et petit à petit, en fait, ça va généraliser. Donc, il sera de plus en plus difficile de partager son compte de manière un peu légale, ou en tout cas sans avoir des moyens détournés technologiques. Et le deuxième point qui est abordé aussi dans l'étude, c'est les bundles. Donc le fait d'avoir plusieurs abonnements qui sont ensemble. Et on voit qu'aux États-Unis, il y a justement ça qui est en train de se faire. Comcast, qui est donc un grand opérateur de télécom, d'internet, par exemple, qui va lancer un bundle avec Netflix, je sais plus qui est exactement dedans. Les plateformes de sport aussi. Enfin, les grandes chaînes de sport américaines vont créer un bundle ensemble pour avoir un abonnement commun sur les droits sportifs. Et donc voilà, donc comme tu disais, il y a une fatigue un peu d'abonnement, et donc on essaye de faire des bundles pour que les gens s'abonnent pour avoir des prix intéressants, pour que les gens s'abonnent à plusieurs choses, et surtout qu'ils restent abonnés en fait. Parce que si vous êtes abonné à un bundle, vous pouvez pas vous désabonner d'un service et garder les autres en fait. Donc ça, c'est un super outil anti-churn, effectivement, les bundles, et on peut faire l'image aussi de tous ces services, par exemple, quand on est abonné au Monde ou New York Times, avec des jeux, avec du sport, avec des recettes. Voilà, le côté bundle, quand on utilise un ou deux services, c'est dur de se désabonner derrière quand on utilise un ou plusieurs. Ouais, tu parles du New York Times. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a plus de gens sur le New York Times qui sont sur la partie jeu que sur la partie actu, en fait. C'est assez fou, en fait, quand on y pense. C'est assez fou, mais ça fait partie, je trouve, de ce projet de diversification, en fait, où on n'est plus uniquement un média, c'est tout un univers de services, et quelque part, on est plus fort, on est moins sujet à l'actualité, aux aléas de l'actualité, etc. Je trouve que c'est des diversifications qui sont bonnes, tant ça permet aussi de financer justement les journalistes. On sait quand même que c'est des industries un peu compliquées. Donc, si on peut être plus solide, plus diversifié, c'est pas mal. Et moi, sur cette étude, il y a aussi deux sujets intéressants que j'avais vus. C'était que la majorité des Français les plus jeunes jugent importante l'empreinte écologique des abonnements numériques payants. C'est un truc auquel, très honnêtement, je ne fais pas spécialement attention sur ces abonnements numériques, mais apparemment, chez les plus jeunes, c'est un sujet de préoccupation et qui les aiguille parfois dans le choix. Donc, je trouvais ça aussi intéressant. Et puis, le deuxième, c'était sur les offres qui intègrent de la publicité, qui sont aussi pas mal plébiscitées chez certains segments d'abonnés. Donc, c'est ces nouvelles offres qu'on a vues un peu popper ces dernières années. On pouvait avoir l'impression que c'était un peu un retour en arrière en termes d'expérience utilisateur, mais voilà, dans un contexte inflationniste, elles ont rencontré leur public. Chez Netflix, c'est 40% des nouveaux abonnés. C'est énorme, hein. Dans les pays où l'offre avec pub est disponible, c'est 40% des nouveaux abonnés, ce qui est beaucoup. C'est assez fou. Bah, après, encore une fois, c'est fou. C'est quand même le portefeuille aussi qui parle, hein. Si on peut pas se le permettre, c'est bien de la publicité. Ce qui prouve quand même que la publicité, c'est un super moyen de financer les outils, les médias, et puis de faire on va faire un petit, j'en ai parlé la semaine dernière rapidement, mais c'était le sujet de ta newsletter de ce jour, du côté de Web Eraser, c'est cet outil qui devrait être intégré dans la prochaine version d'iOS, qui permet à l'utilisateur d'effacer les blocs pubs comme une espèce d'adblock. On parle de Safari sur mobile, donc c'est pas l'ensemble de la consommation des sites médias, mais je crois que Safari, c'est 40% sur iOS, de la consommation internet sur iOS, comme quand on sait aussi iOS est une part importante de la consommation mobile, ça devient des chiffres qui sont importants. Vrai danger là aussi, hein, pour les éditeurs, de voir une partie de leurs revenus publicitaires tout simplement effacés au nom de l'expérience utilisateur. Ouais. Alors après, faudra voir comment ça sera présenté. Est-ce que ça sera assez suffisamment facile à utiliser pour que les utilisateurs le fassent? Mais a priori, oui, parce qu'on sait que les adblocks, c'est assez développé sur les PC classiques. Sur mobile, un peu moins, parce que c'est plus compliqué d'avoir un adblock sur son smartphone. Et donc là, ça serait assez facile finalement. Si c'est vrai, parce qu'on sait pas, c'est pas confirmé encore. Ça sera la semaine prochaine probablement que ça sera confirmé. De manière très facile de sélectionner, de dire voilà, là cette bannière publicitaire je veux plus la voir, et la prochaine fois que je me connecte sur le même site, cette bannière publicitaire n'apparaîtra pas, n'apparaîtra plus jamais en fait. Ouais. Donc il y aura la mise en mémoire, et donc si on va sur un site, on y va tous les jours et qu'on enlève la pub principale, elle ne sera plus jamais affichée, donc pas comptabilisée. Donc c'est une visite qui ne sera pas monétisée par l'éditeur, un coup de couteau encore dans le contrat, sachant que, et c'est un sujet là, tu sortais dans la newsletter qui est intéressant et qu'on n'avait pas creusé la semaine dernière avec Cyril quand elle avait eu cette première inquiétude, c'est qu'Apple est aussi un acteur de la publicité. Bien sûr. Alors Apple fait de la pub sur iOS, sur l'App Store en fait, et il y a
3 ans, ils ont changé les pratiques de pistage publicitaire, qui s'appelle ATT. Je pense que vous en avez parlé plein de fois. Et on a vu que les gens, les développeurs d'applications, au lieu de faire de la pub sur d'autres applications, ils faisaient de la pub sur l'App Store, en fait. Et donc, Apple a bénéficié de ces changements. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une plainte qui a été déposée devant l'autorité de la concurrence en France, une notification des greffes qui a été présentée l'an dernier. Il y aura peut-être une condamnation d'Apple à venir sur ce sujet-là. Mais là, c'est un peu pareil. Ce que disent les médias, c'est que si c'est plus difficile de faire de la pub sur des sites Internet traditionnels, eh bien, on va faire de la pub ailleurs, et on va faire de la pub ailleurs chez Apple où il y a aucune règle, en fait, et où on va pas effacer les publicités. Et l'autre point qui est intéressant à vérifier, c'est que Apple reçoit 20 milliards de dollars par an de Google pour être le moteur de recherche par défaut de Safari. Et Google fait ça parce que les gens qui cherchent sur Safari, ça fait des liens sponsorisés qu'ils affichent, et ça fait de l'argent, en fait. Google gagne de l'argent, mais même s'il verse 20 milliards, il gagne quand même de l'argent. Ouais. Si demain Apple dit ben voilà, les liens sponsorisés sur Google, parce que c'est vraiment les liens sponsorisés sur Google en termes de publicité intrusive et qui gâche l'expérience, c'est quand même pas mal, parce que souvent c'est tout en haut, et que pour trouver le premier lien non sponsorisé, il faut descendre assez bas. Si demain il est possible d'effacer les liens sponsorisés sur Google depuis Safari, est-ce que Google va continuer à verser 20 milliards de dollars par an à Apple? Ou alors Apple c'est une très bonne question, ça. Ouais. Ou alors Apple va dire, ben non, finalement, Google, vous pouvez pas effacer les liens sponsorisés sur Google parce que ils nous versent de l'argent. Donc ça sera marrant de voir s'ils font vraiment, et si ils vont au bout de leur démarche, même s'ils pourraient perdre beaucoup d'argent sur leur partenariat avec Google. C'est tout. Après 20 milliards, c'est à la fois beaucoup, pas grand chose. Apple pourrait se permettre de pas les toucher ou de les négocier à la baisse. Après 20 milliards, c'est quand même. C'est 20 milliards de profit pur. Sur les 20 milliards, il y a zéro dépense. C'est de la marge nette, hein. C'est de la marge nette. Donc, ça fait beaucoup, hein. J'avais vérifié, c'est à peu près 10% des profits d'Apple. Ce qui fait pas mal. Donc non, c'est significatif. Donc voilà. Après, est-ce qu'il y a des whitelists? Est-ce que en payant, ce qui a été un peu la polémique autour des adblockers, hein, c'est les éditeurs pouvaient payer pour être dans une whitelist et que l'adblock ne fonctionne pas sur leur site. Mais ça veut dire que c'est un changement de business. Au lieu d'être au service de l'utilisateur, ça devient un business de rançon. Presque. Donc ça, ce sera intéressant effectivement de voir comment sera traité Google et ses liens sponsorisés sur le moteur de recherche par Apple sur Safari. Et ça, on saura la semaine prochaine, tu dis. Normalement, le 10 juin, donc c'est lundi avec la nouvelle version de iOS. Voilà, donc ça c'était sur ta newsletter. Petite digression, pardon, qui clôture un peu les sujets principaux. Il reste l'entrefilet de cette pastille actu, donc des petites news glanées ces derniers jours au moment où on enregistre. CNews qui devient la première chaîne d'information de France devant BFM. C'est la fin d'une époque. Voilà, notamment portée par les succès de Pascal Pro, l'heure des pros. Donc ça fonctionne a priori bien. Je sais pas si tu veux commenter cette news. Alors après, je veux pas parler de ces news en tant que telles, mais ce qui va pour moi être intéressant, c'est de voir ce qui va se passer devant l'Arcom, sur l'attribution des fréquences. Et parce qu'on sait que ces news, il y a quand même pas mal de polémiques régulières sur l'antenne, qu'il y a des politiques, des responsables politiques qui ont demandé à l'Arcom de pas réattribuer la fréquence à CNews. Ça va être compliqué, à mon avis, de plus le faire en fait aujourd'hui. Si ta chaîne numéro 1 d'infos en France, tu peux te dire que là, effectivement, c'est presque de la censure que de leur retirer leur fréquence. En tout cas, ça va être très 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 compliqué, éminemment politique. Autre entrefilet, le rachat de Marianne. Voilà, donc on sait que le groupe de Kretinsky, CMI, est entré en négociation exclusive avec Otium Capital du milliardaire Pierre-Édouard Stérin, mais que le challenger Jean-Martial Lefranc, entrepreneur français dans les médias notamment et l'informatique, reste en piste, fourbit ses armes et une offre qui aurait le soutien de la rédaction, mais probablement les poches moins profondes. Donc voilà, ils attendent que peut-être les négociations exclusives échouent pour que leur offre puisse aboutir. Voilà, en tout cas, il y a des négociations exclusives, donc on verra ce que ça donne dans les semaines à venir. En tout cas, je pense que pour le titre, ça montre quand même qu'il y a un intérêt pour le titre. Ça fait monter les offres. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça donnera dessus, mais voilà, donc c'est intéressant et c'est une information de La Lettre qui est sortie hier. Enfin, toute dernière news de cette pastille actu, X qui change les règles de sa plateforme
pour permettre les contenus adultes, le porn, pour se différencier des autres, je mettais, puisque effectivement, le chantre de libertarisme et de la liberté d'expression, Elon Musk, c'est quelque chose qui compte. Alors, on en parlait un peu avant, il y avait déjà largement du contenu porno sur X, hein, Jérôme, tu me confirmes, c'est juste une officialisation, pardon. C'est ça. C'était toléré, aujourd'hui c'est autorisé. Ouais. Donc il y a le côté de se différencier, mais aussi un côté business en fait. S'il y a du porno, il y aura plus de monde qui va venir sur X. Pour d'ailleurs bien son nom là. Si. Effectivement, j'ai même pas fait le rapprochement. Ça aura jamais aussi bien porté son nom. Mais aussi, il y avait des rumeurs il y a quelque temps sur le fait que Elon Musk voulait lancer un concurrent de OnlyFans. Donc OnlyFans, c'est la plateforme où vous pouvez vous abonner à des généralement c'est des célébrités du porno pour avoir des vidéos ou des photos exclusives. Voilà, et qui marche d'ailleurs plutôt bien d'a priori, qui rapporte beaucoup d'argent à son propriétaire. C'est une société qui est détenue par une seule personne qui gagne des centaines de millions de dollars par an. Et donc, on savait qu'Elon Musk voulait peut-être lancer un concurrent, en fait, avec, pareil, des abonnements payants. Donc, ça serait peut-être une première étape vers ce service. Ouais, mais pourquoi pas. Après, je rappelle OnlyFans, effectivement, qui s'était pas lancé au début sur du X ou du charme. Hein. Je crois que c'était vraiment un truc pour des célébrités avec cette notion un peu de communauté exclusive. Mais on le sait, t'as raison de le rappeler, d'un point de vue de business, le porno tire les usages, fait des succès et de techno, d'outils, etc. Et là, OnlyFans, effectivement, je sais pas dans le détail, je sais pas la répartition charme X et autres, mais à mon avis ça doit être du 95% et ça cartonne. Donc voilà, est-ce que c'est une ambition d'Elon Musk de devenir le roi du porno sur X? Je ne sais pas, mais en tout cas effectivement maintenant le porno est officiellement toléré dans les limites du légal, quoi. Il faut rappeler que sur Meta par exemple, donc sur Facebook, Instagram, c'est interdit en fait toujours. Ouais. Même pas le porno, la nudité est interdite. Oui, avec toutes ces polémiques qu'il y avait eu quand même sur des tableaux, des œuvres d'art, etc., qui étaient censurés parce qu'on voyait un téton, parce qu'on voyait, enfin bref. Et là, d'un point de vue purement business, tu te dis, c'est malin. Après, il faudra voir avec la gestion des annonceurs, les filtres, etc. T'as pas envie de voir ta pub, ta marque accolée à des contenus porno, mais il y a toute une industrie derrière d'abonnements, etc., même d'annonceurs de sites qui doivent se frotter les mains. Voilà pour cette pastille actu. Jérôme, merci pour ton temps et merci pour ces éclairages précieux sur l'actualité tech et IA notamment. C'était un plaisir, François. Mais écoute, je t'en prie, on refait ça très vite. Donc Café Tech, ta newsletter cafetech.fr, je vous invite encore une fois à vous y inscrire. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Mediarama et une pastille actu. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.